Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les résultats annuels de Vicat. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec cette analyse. Donc ici, je vous ai mis le résumé du compte de résultats de Vicat pour 2024. Bon, ce qu'on peut voir rapidement, mais on va le détailler ensuite. Moi, je regarde en publié, pas en taux de change et périmètre constant. En publié, le chiffre d'affaires est en baisse. C'est pas très grave, c'est un marché cyclique, on s'y attend. Ce qu'on voit, c'est surtout que l'EBITDA est en hausse, ça c'est très bien. L'EBIT est en hausse également. Le résultat net consolidé est en baisse, mais le résultat net part du groupe, lui, est en hausse. Donc ça c'est très bien, on a une augmentation des bénéfices nets et des bénéfices par action. Et encore plus important, je zoome ici, les cash flows libres, donc les free cash flows sont en forte et très forte hausse, donc, eh bien ça va faire du cash à distribuer aux actionnaires. Alors, on revient ici et on lit ensemble cette analyse. Le 18 février, Vicat a publié ses résultats annuels. Le groupe a enregistré une légère baisse de son chiffre d'affaires consolidé de 1,3% en base publiée, atteignant 3 884 millions d'euros. Cette baisse s'explique principalement par des effets de change défavorables avec une dépréciation notable de la livre turque, de la livre égyptienne et du réal brésilien face à l'euro. Cependant, à périmètre échange constant, le chiffre d'affaires a progressé de 2,3%, illustrant une croissance organique modeste, malgré un environnement économique difficile en Europe. Cette performance montre que le groupe a su maintenir une certaine résilience face aux vents contraires économiques et géopolitiques. Donc la diversification de Vicat, ça c'est très bien, parce que sur l'Europe, on est globalement sur quelque chose qui est mou. Sur l'Inde, on a une très forte concurrence, donc c'est quand même difficile de monter les prix. Mais en revanche, sur toutes les autres zones, les États-Unis notamment, on est en très forte hausse. Sur la Méditerranée également, même si on est en hyperinflation, le fait que les cimenteries et les mottes, donc des avantages compétitifs grâce eh bien à l'activité, on a une capacité à monter les prix qui est importante pour les cimentiers. Et même si on est en hyperinflation, on montera encore plus vite les prix, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a des monopoles géographiques sur le ciment? Je le redis, même si je le rappelle souvent. Le matériau qu'on produit, le ciment, est lourd à déplacer, et donc c'est pas économiquement viable de le déplacer sur une zone qui est trop éloignée, et donc ça donne un périmètre d'action de 200 à 300 km pour les cimenteries. Et donc s'il y a une cimenterie qui s'implante quelque part, ça va être compliqué venir implanter une cimenterie juste à côté, alors que la première cimenterie a déjà descendu la courbe d'expérience, a déjà commencé à optimiser ses process, etc. Donc on n'arrivera jamais à gagner des parts de marché sur cette cimenterie. Donc ça veut dire monopole géographique, et ça veut dire capacité à augmenter les prix. On continue. Le taux de marge d'EBITDA a atteint un niveau record de 20,2%, une augmentation de 1,4 points par rapport à l'année précédente. Ce gain de marge témoigne de l'efficacité opérationnelle et de la capacité de Vicat à optimiser ses coûts face à une inflation persistante, notamment en matière de coûts énergétiques et de personnel. La progression du taux de marge a été soutenue par des performances solides aux États-Unis, où l'EBITDA a augmenté de 25,8% pour atteindre 190 millions d'euros, et par une amélioration générale dans la plupart des régions où le groupe opère. Encore une fois, la grande diversité géographique de Vicat lui permet de capturer de la croissance et surtout de la rentabilité, enfin des bénéfices on va dire, dans des cycles différents. Dans le monde, on a toujours des cycles qui sont à des phases différentes, ce qui permet de finalement avoir quelque chose qui est structurellement en croissance, et ça c'est très bien. L'EBITDA global s'établit à 783 millions d'euros, en hausse de 5,9% en base publiée et de 10,1% à périmètre échange constant. Cette augmentation est le reflet d'une amélioration substantielle de l'efficacité industrielle et d'une meilleure gestion des coûts. La contribution significative des États-Unis et de l'Égypte, grâce à une hausse des volumes exportés, a été déterminante. De plus, le groupe a réussi à maintenir un écart favorable entre les prix de vente et les coûts de production, ce qui a soutenu l'augmentation de l'EBITDA. On a une forte baisse des coûts énergétiques, c'est ça qui avait impacté le groupe en 2022-2023. Maintenant, c'est en train de diminuer fortement, donc ça améliore la marge opérationnelle, ou marge d'EBITDA, malgré les augmentations salariales,
eh bien on arrive quand même à gratter sur cette marge avec les baisses des coûts énergétiques. Donc ça c'est très très bien à nouveau. Est-ce que ces coûts d'énergie continuent à baisser? Moi je le pense, puisque on va avoir une production énergétique qui va s'accroître à travers le monde, grâce à la politique des États-Unis notamment. Le niveau de dette de Vicat a continué de diminuer, avec une réduction de l'endettement net de 185 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Le ratio de leverage, qui mesure l'endettement net par rapport à l'EBITDA, s'est amélioré passant à 1,58 fois, inférieur à l'objectif fixé de moins de 1,7 fois pour 2024. Pas mal, hein? On est en avance sur la réduction de l'endettement, et ça c'est parce que on a bien amélioré l'EBITDA. Cette réduction de la dette montre une stratégie de désendettement efficace, soutenue par une génération de cash flow libre record de 373 millions d'euros, en hausse de 26,7%, grâce à une augmentation de l'EBITDA et une meilleure gestion du besoin en fonds de roulement. Excellent. On arrive de mieux en mieux à convertir l'EBITDA en free cash flow, et c'est avec ces free cash flow qu'on paye l'actionnaire, donc avec du dividende, avec des rachats d'actions, et ça c'est vraiment dommage. Il n'y en a pas chez Vicat, alors que le multiple, on va le voir ensuite, est vraiment très très bas. Il faudrait qu'il y ait des rachats d'actions. Et on peut se désendetter également plus rapidement avec des free cash flow importants. Aussi à prendre en considération. Le rendement des fonds propres, donc le ROE, Return on Equity, est autour de 10%, ce qui est un niveau convenable, surtout si l'on considère la croissance modérée du marché et de l'entreprise. En effet, 10% de croissance, 10% de rentabilité des fonds propres, de rendement des fonds propres, alors qu'on est sur un marché qui est en faible croissance, 2 à 3% annualisé, et bien ça nous permet de dégager des cash flows opérationnels et des free cash flows. Et donc c'est excellent parce qu'on n'a pas besoin de tout réinvestir pour bien financer l'activité. Donc on peut s'autofinancer, rendre du cash à l'actionnaire. Pour le dividende, Vicat a proposé un versement de 2 euros par action pour 2024, donc c'est stable par rapport à l'année précédente, offrant ainsi un rendement attractif estimé à près de 5%, en se basant sur la capitalisation boursière au 31 janvier 2025. Alors depuis, ce rendement a un peu baissé puisque le cours continue à monter. Le payout ratio, en se basant sur le free cash flow de 2024, est largement inférieur à 50%. Le dividende reste donc très sûr. On pourrait même l'augmenter, donc vu qu'on fait pas de rachat d'actions, on pourrait augmenter ce dividende-là, ou alors accélérer le désendettement. Je pense que le management vise plutôt ce deuxième élément. Ils sont pas dans une optique de monter fortement le dividende, parce que dans ce qu'ils disent dans le communiqué, c'est qu'ils n'ont jamais baissé ce dividende. Donc pour ne pas avoir à le baisser, il faut le conserver à un niveau qui est prudent. Pour 2025, Vicat anticipe une croissance du chiffre d'affaires à périmètre échange constant, une augmentation de l'EBITDA low single digit, donc c'est-à-dire on va dire entre 0 et 5%, et un levier financier réduit à 1,3 fois à la fin de l'année. Ces perspectives sont soutenues par la progression attendue de l'activité aux États-Unis, la stabilisation en Europe, l'intégration de nouvelles acquisitions et la contribution du nouveau four au Sénégal. La stabilisation des coûts énergétiques et une gestion prudente des investissements et du besoin en fonds de roulement sont également des facteurs clés de ces prévisions, c'est-à-dire qu'ils vont à mon avis, facilement réussir à augmenter les free cash flow parce qu'on va baisser les capex, il n'y a plus besoin d'investir autant en capex, et du coup, s'ils arrivent à améliorer le besoin en fonds de roulement, et bien ça nous dégage, et donc l'amélioration du besoin en fonds de roulement, ça augmente les cash flows opérationnels, et la baisse des capex, ça augmente les free cash flow. En termes de valorisation, Vicat est estimé à environ 4 fois la valeur d'entreprise par rapport à l'EBITDA, ce qui est vraiment très bas. Pour faire ce calcul, rapidement, j'ai pris la dette qui est mentionnée dans le communiqué, elle est autour de 1 milliard d'euros, et la capitalisation boursière de l'entreprise qui est à 2 milliards, et on fait 783, qui est le montant de l'EBITDA qui est présenté ici, 783, et ça nous donne donc à la louche, si on fait 3 divisé par 7,8, allez, on arrondit, 3 divisé par 7, ça nous fait 3 fois, donc on est au-dessus de, on va dire qu'on est proche des 4 fois de la entreprise sur EBITDA. La médiane à 5 ans, en termes d'EBITDA 12 derniers mois, donc TTM, on est sur du 5,3. Donc, si vous faites 4 fois 25%, ça vous donne 5, donc il y a même plus que 25% de décote. C'est pourquoi, moi, je rehausse mon objectif de cours sur Vicat à 55 euros. Donc j'ai un PRU qui est autour des 27 euros.
Donc ça me ferait un doublement en, on va dire, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça, si on atteint les 55 € cette année. Donc finalement, il n'y a pas besoin de prendre des énormes valeurs de croissance. On peut prendre justement des valeurs qui sont value et qui ont des avantages concurrentiels spécifiques, donc les cimentiers en ont, et se positionner au bon moment. Donc pour se positionner sur Vicat, moi j'allais profiter de la décote sur actifs tangibles quand tout allait mal en 2022 pour rentrer sur l'action, 2023 plutôt, et ensuite profiter de l'amélioration de la situation. J'espère que cette mise à jour des résultats annuels vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce à la vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.